Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 5 des Learning Happy Hours. On est ravis de vous retrouver pour ce bon moment à passer ensemble et à passer tout particulièrement aujourd'hui avec Stéphane Molinaro, qui est le président fondateur de Learn Perfect et qui vient, je crois, aujourd'hui nous parler d'accompagnement dans les dispositifs de digital learning et notamment, bien sûr, de l'accompagnement humain. Bonjour Stéphane. Bonjour les Philippe, merci Bonjour de Stéphane. m'inviter à cet événement de la saison 5. On est ravis de t'accueillir. Pour entrer dans le vif du sujet, d'après toi, l'accompagnement humain dans les dispositifs de digital learning, c'est incontournable aujourd'hui ? Ça se saurait si ça fonctionnait sans. Je pense que on parle trop de techno, trop de contenu et pas assez d'accompagnement et de pédagogie. Et donc je pense et je prône pour un accompagnement humain et je vais tenter de vous expliquer pourquoi ce jour. Alors avant de commencer, moi j'ai une petite question. Est-ce que accompagner, c'est déjà un peu formé? Alors je ne sais pas si petite question, c'est parce que je ne suis pas très grand, mais plus sérieusement, accompagner, ça commence à être de la formation. On sait tous qu'il y a de la porosité entre information, formation et même assistance des utilisateurs. Plutôt on prend et on accompagne le collaborateur dans son parcours de formation, plus nous allons obtenir un engagement de sa part, même si ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord, merci. Parfait, écoute Stéphane, je te propose de nous présenter un peu la façon dont tu perçois toi l'accompagnement humain dans les dispositifs de digital learning. Pour nous, ça fait longtemps qu'on prône cet engagement, donc on sera passionné par ce que tu vas pouvoir nous raconter sur ce sujet-là, toi qui vis ça au quotidien avec toutes tes équipes au service de tes clients. Parfait, merci. Puis si c'est pas clair, vous n'hésitez pas. Quelques informations. On est un centre de formation, c'est important que vous le sachiez. Donc on n'est pas un éditeur de contenu, on n'est pas un éditeur de plateforme, on n'est pas un opérateur de conseil. Nous, depuis 15 ans, on accompagne des organisations pour former leurs collaborateurs sous différents formats, principalement sur les compétences transversales, logiciels, langues étrangères, compétences professionnelles, mais ce qui s'applique aux compétences transversales peut aussi s'appliquer aux formations dites métiers. Petite frise chronologique, mais très rapide. Nous sommes les concepteurs de ce qu'on appelle la visioformation. C'est une modalité extrêmement aboutie, qui est encore une niche, qui est du présentiel à distance et qui utilise les technologies des classes virtuelles sur Internet. Ensuite, on a, par la demande de nos clients, embarqué des contenus sur étagère d'éditeurs, pour lequel, pour renforcer l'adhésion, nous avons plugué des services justement d'accompagnement et de tutorat. Quelques éléments là encore qui me semblent intéressants. Plus de 80% de notre activité aujourd'hui se fait sur des dispositifs 100% digitaux. Et enfin, parce qu'on est bien dans le monde de la formation, Learn Perfect a été agréé qualité au PQF. C'est vrai qu'on entend plus parler d'opérateurs de formation sur ce que je vous ai expliqué en préambule, le contenu et la techno, moins sur les métiers vraiment fondamentaux de la formation. Je survole ce slide, nous intervenons sur toutes les modalités, qu'elles soient présentielles ou distancielles, avec c'est vrai un parti pris sur le distanciel, principalement sur le synchrone, mais aussi sur l'aide en ligne. Donc on a un vécu relativement significatif pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le domaine de la formation à distance. Alors, je pense qu'une phrase qui introduit bien le sujet, c'est celle que vous voyez à l'écran. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc c'est Philippe Carré, que sûrement vous connaissez, qui en est à la genèse. On comprend bien la complémentarité entre une démarche de motivation et d'engagement personnel, néanmoins, qui doit se faire dans un environnement non isolé, bénéficiant ainsi des interactions, on en verra de nombreuses, apportées par le groupe, par des experts, par un certain nombre d'acteurs qui vont contribuer à l'adhésion du collaborateur dans son parcours d'apprentissage. Nous pensons que les dispositifs digitaux doivent être accompagnés, individualisés autant que faire se peut et personnalisés. Petite différence notable entre l'individualisation et la personnalisation. Je n'aurai pas le temps de rentrer dedans, mais je pense qu'on comprend bien qu'on est dans une relation, j'allais dire, one-to-one avec un dispositif. Néanmoins, on n'est pas seul et on n'est pas qu'avec un seul intervenant qui pourrait jouer les différentes casquettes nécessaires à justement l'accompagnement sur la durée d'un collaborateur. Alors, aussi, un point qui me semble important, on oppose beaucoup trop techno, contenu,
accompagnement. D'ailleurs, dans les discours, on va dire marketing, on voit bien le sous-dimensionnement de l'accompagnement pédagogique quand celui qui vous en parle est un éditeur de plateforme ou un éditeur de contenu qui va simplement, entre guillemets, alors je vais noircir un tout petit peu le trait, mais pas plus que de raison, parler de gamification et de social learning pour justifier l'accompagnement pédagogique. On pense que c'est un peu plus complexe que ça et que ça se saurait si on pouvait se satisfaire que ces deux petits leviers pour engager un collaborateur. Donc l'idée, c'est pas du tout d'opposer ces solutions, mais de comprendre que c'est un tout et que si on met bien l'apprenant au cœur du dispositif, mais réellement pas dans un discours marketing, donc en interaction avec un certain nombre de ressources et d'interlocuteurs, on maximise l'efficience du dispositif. Quelques chiffres, quelques données. Les sources sont diverses et variées et je n'ai pas à ce jour pu trouver une source réellement officielle que j'irais considérer comme totalement objective pour sortir des éléments. Néanmoins, notre perception est la suivante. Déjà, le taux d'abandon dans un dispositif blended est différent selon qu'il s'agisse d'un parcours en présentiel versus un parcours en distanciel. Donc les contextes et l'adhésion des utilisateurs diffèrent. Ensuite, dans ce qu'on entend par le e-learning ou le blended learning, si vous n'avez pas d'accompagnement ou s'il est vraiment minoré, vous avez jusqu'à 65 à 70% d'abandon dans un dispositif. C'est quand même relativement marquant et ça interrogera quand on parlera de retour sur investissement. C'est ce qu'on constate notamment sur les MOOC en priorité. Les MOOC et avant ça, les solutions e-learning telles qu'elles ont pu apparaître, aussi agréables soient-elles ergonomiquement et fonctionnellement, ce qui montre bien qu'on peut s'interroger sur la persistance de ces chiffres alors que le e-learning a 20 ans et qu'on faisait déjà de la FOAD il y a 30 ou 40 ans. Donc on ne peut que chercher à comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et on verra peut-être comment améliorer le système. Ensuite... Petit bémol, c'est les chiffres des MOOC non accompagnés. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que lorsqu'on parle de parcours blended avec une forme d'accompagnement, mais dont il conviendra de préciser qu'est-ce qu'on y met, on a un taux d'abandon qui est aux alentours de 20%, ce qui est déjà bien supérieur à la simple mise en relation d'une ressource pédagogique en ligne pour un apprenant sans la moindre action de communication. Je m'autorise à faire une petite précision. En visioformation, qui est donc du présentiel à distance, donc une solution qu'on met dans la famille du digital learning, nous avons moins de 5% d'abandon. Et cette modalité, c'est cette relation entre un formateur et son apprenant dans une relation synchrone sur un besoin personnalisé. Je pense que c'est suffisamment intéressant et pas assez connu pour que je m'autorise à vous communiquer ce chiffre. Maintenant, le digital learning, on est tous d'accord pour dire que la formation, c'est un investissement. On s'interrogera sur la mesure de l'efficacité de ce qui a été dépensé, parce que si au final, ce n'est pas utilisé, en tout cas, on est en droit de s'interroger. Le discours est à l'épreuve des faits, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau de constater, ou nous rencontrons des organisations, d'entendre dire que les premières expériences en e-learning ont été un échec. C'est plutôt la tendance. Donc ensuite, il convient de creuser et de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut être des problèmes d'ordre technique, ça peut être des problèmes souvent d'absence de communication et d'engagement, et surtout de non-accompagnement pertinent dans le parcours d'apprentissage d'un collaborateur. Enfin, que ce soit du e-learning ou du digital learning, clairement, les conditions d'abandon sont globalement les mêmes. Ce qui nous paraît être important, c'est cette notion d'interaction, si possible humaine et pas que, qui va permettre d'apporter un surcroît d'humanisation dans la relation. Donner du sens et améliorer l'usage du dispositif était aussi un élément important. Tout ce qui peut être de nature à faciliter l'adoption par un salarié d'un environnement d'auto-apprentissage va le mettre en valeur, va participer à son appropriation et donc être la première étape vers l'engagement du salarié dans un parcours. Enfin, si on parle donc d'efficacité et d'optimisation de la formation en termes de budget, il faut bien ne pas attendre que les gens abandonnent pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et pourquoi ils abandonnent. Voilà toutes ces raisons qui me semblent intéressantes de positionner. Donc pour nous,
C'est un triptyque entre de l'humain, de la pédagogie et de la technologie. Vous avez compris que je n'oppose pas les systèmes, mais on est bien dans des relations humaines, on est bien dans de la formation, et nos collaborateurs, en tout cas aujourd'hui, attendent ça avec vraiment intérêt. 3 grandes postures, si l'on veut qualifier ce que doivent être les types d'interactions et les profils des interlocuteurs. Le rôle de tuteur, qui effectivement a un rôle de facilitateur, qui est là pour aider à accompagner l'utilisateur, lui présenter les solutions, lui faciliter l'usage qui en est fait, le suivre dans la durée. Si je prenais l'image ou une allégorie, je parlerais de conciergerie de luxe ou du sens du service. On est au service de notre client, on est là pour que ça se passe bien, on est là pour l'accueillir, l'aider, l'accompagner jusqu'au bout de son séjour. Ensuite, le formateur. Bien sûr, parce qu'on parle bien de formation, on ne parle pas d'information ou de mise à disposition de ressources. Le formateur, il est le garant de la pédagogie du programme qui va être suivi, il est l'expert du métier sur lequel il va intervenir pour apporter sa plus-value dans le parcours d'apprentissage, et il a un rôle en ce sens éminemment important. Je vous ferai remarquer que dans les dispositifs en digital learning, on met souvent beaucoup de choses sur une plateforme et globalement pas beaucoup d'interactions synchrones qui permettent la confrontation sur des problématiques bien concrètes. Donc ce formateur a un rôle de transmetteur, mais pas que. Et puis un troisième rôle qu'on peut appeler de coach, alors qu'on ne se méprenne pas, on n'est pas sur la dimension psycho, même s'il y a clairement une dimension psycho, on est plutôt sur la dimension sportive. J'entends par là le caractère motivationnel, le caractère de stimulation, de motivation, de suivi, d'encouragement. Vous vous abonnez dans une salle de sport, vous avez à disposition les matériels, les ressources, les cours. À votre avis, pourquoi des gens qui vont dans ces salles sont prêts à payer en plus, parfois un prix assez élevé, un coach ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas eux-mêmes toutes les ressources et perçoivent bien la nécessité d'être challengés, d'être motivés pour aller au-delà. Donc on peut vraiment garder cette métaphore de la conciergerie et de l'hôtellerie de luxe et de l'accompagnement et de la motivation d'un collaborateur pour qu'au final, celui-ci aille le plus loin possible dans son parcours d'apprentissage. Bon, les compétences, ce n'est pas les mêmes. Effectivement, quand on est un tuteur, on est un facilitateur. Notre expérience nous montre à quel point il faut être en empathie, en écoute, souriant, agréable. Je reprends l'exemple, si vous en êtes d'accord, par exemple, de quelqu'un qui rentrerait dans un bon restaurant. Si à l'accueil, la personne qui vous accueille tire la gueule, n'est pas souriante et que vous avez l'impression de l'embêter, je ne suis pas sûr que vous allez passer un moment agréable et que vous allez même avoir envie de rester. Vous aurez peut-être même envie de partir. Bon, et ben, la fonction tutorale, je considère que dans sa relation humaine, doit passer par ce niveau d'empathie et de volonté de bien servir son utilisateur. Ensuite, sur les formateurs, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient pédagogues, c'est qu'ils soient reconnus. Alors, les formateurs peuvent bien évidemment être en interne ou externe. Eux ont une dimension et une expertise du métier et de la pédagogie qui doit être solide pour pouvoir vraiment transmettre les savoirs et les savoir-faire au mieux pour les apprenants. Enfin, celui de coach, effectivement, une dimension plus psychologique, plus motivationnelle, d'encouragement, d'engagement et de suivi. Ce sont globalement les 3 profils, sachant que cela ne veut pas dire qu'il faille avoir 3 personnes. Vous avez allègrement des formateurs qui peuvent jouer le rôle de tuteur. Par contre, vous aurez difficilement un coach qui pourra jouer un rôle de tuteur pour des raisons de profil, de compétences et de coût. Les interactions humaines, elles sont de diverses manières. À noter qu'elles peuvent être soit en présentiel, soit en distanciel. Elles peuvent être 100% synchrones, mais elles peuvent être, entre guillemets, semi-humaines. Adresser un mail personnalisé en asynchrone suite à une question d'un collaborateur est une démarche intéressante, mais qui n'apporte pas le même levier qu'une session de visio-assistance, par exemple, en live pour traiter d'une problématique particulière. Alors, les interactions, elles sont de plusieurs natures, formelles ou informelles.
On entend par formel des interactions qui sont planifiées dans le temps avec des compétences du côté du prestataire clairement définies. On sera plutôt là sur des interventions d'ordre pédagogique ou d'accompagnement, de type visio-assistance, on va dire au sens large. L'informel est plutôt... Alors, le formel est plutôt à l'initiative de l'entreprise qui va, dans le parcours d'apprentissage, définir des points d'avancement précis avec des objectifs clairs. L'informel, effectivement, peut être à l'initiative de l'apprenant qui a besoin d'une sollicitation, d'un appui, d'une réponse à une problématique, qu'elle soit logistique, organisationnelle ou voire même pédagogique, ou à l'initiative du tuteur, voire du formateur, si l'on se rend compte d'un décrochage, si l'on se rend compte d'un manque d'usage de la solution e-learning, laissant à penser que la personne décroche et qu'il convient d'interagir avant que le décrochage soit effectif. Ensuite, effectivement, et tout ça nécessite une organisation qui est particulière, puisque les profils et les outils qui vont être mis à la disposition des intervenants sont différents selon la nature de la demande. Ensuite, il y a en termes d'interaction un certain nombre d'organisations qu'il faut envisager. Quel niveau de service je vais offrir? Est-ce que je privilégie vraiment le synchrone, ce qui se fait de mieux, plutôt que la synchrone? Est-ce que je le fais en une langue ou en deux langues? Est-ce que je le fais sur du 5-7 ou des amplitudes horaires minorées? Il est évident que tout cela contribue à la qualité du dispositif, et plus vous apportez une réponse rapide, immédiate, personnalisée à l'utilisateur, plus celui-ci est engagé parce qu'il se sent écouté, servi dans le sens le plus noble du terme. Donc ce sont des éléments importants aussi en termes d'organisation, parce que tout ça ne peut pas se faire à la volée, sans outils et sans process. Alors les outils... Ça veut dire que ça ne s'improvise pas. Alors, et ça ne s'improvise pas, et il faut de la techno, et des outils, et de la méthodo. Donc, effectivement... Et des hommes. Et des hommes, voilà. L'humain est celui qui va utiliser à bon escient ces différentes solutions. On voit bien là la complémentarité, et ça ne s'oppose pas, au contraire, ça s'enrichit. Sur ce slide, vous voyez qu'effectivement, on est globalement sur les deux temps des interactions, qu'elles soient synchrones ou asynchrones. Je pense que tout est dit. Effectivement, le téléphone, le chat, la visio offrent ce niveau d'interactivité, soit rapide, comme une hotline téléphonique, soit plus engagée, comme une visio-assistance, permettant de partager un document, une ressource, et donc de bien comprendre la problématique de l'utilisateur sur n'importe quel sujet, métier, applicatif informatique, soft skills, même soft skills. Une mise en situation va vous permettre de voir ce que la personne a compris et ce qu'elle ne maîtrise pas. Et puis la synchrone, effectivement, le mail, le forum, le réseau social, ça ne s'oppose pas. Plus vous avez de solutions et de possibilités d'interaction données à votre apprenant dans son parcours d'apprentissage, plus vous maximisez l'usage et l'engagement de celui-ci dans la durée. Alors, j'ai précisé que demain, effectivement, l'intelligence artificielle et les chatbots vont sûrement venir, et c'est déjà le cas, prendre une dimension non nulle dans l'accompagnement. Alors, on ne parlera pas d'accompagnement humain, mais dans les services qu'ils vont apporter aux apprenants dans leur parcours d'apprentissage. Alors, quand doit-on mettre en place ces premiers niveaux d'interaction? Pour nous, c'est le plus tôt possible. Parce que d'ailleurs, informer, c'est former. Donc, on ne peut pas lésiner sur ces moyens-là, et une communication descendante est à minima à faire, mais pas suffisante. Notre expérience, par exemple, nous montre que lorsqu'on fait un atelier en présentiel, ou lorsqu'on organise des webinaires de présentation en live, on va avoir un taux d'engagement et d'écoute du collaborateur beaucoup plus marqué. On aurait tort de s'en priver. Donc ça, c'est le avant. On explique à cet effet comment ça va se passer, quelle est la plateforme, quels sont les services dont ils vont avoir besoin, et faire passer un certain nombre de messages aussi, qui peuvent être de nature à engager le collaborateur. Ensuite, c'est durant toute la période de formation. Dès le démarrage du dispositif, mais aussi selon toutes les phases et la durée de ce parcours. Comme je vous l'ai indiqué, les actions formelles vont être des points d'avancement réguliers. Les actions informelles seront soit à l'initiative de l'apprenant, soit à l'initiative des tuteurs ou des coachs qui veulent relancer, suivre, dynamiser le parcours d'apprentissage. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là.
Nous pensons que dès lors qu'on fait rentrer un apprenant dans un parcours digital, il faut lui montrer que la continuité de service ne s'arrête pas à la fin de la session, un peu comme en présentiel. Si l'on peut continuer la relation, si l'on peut suivre dans la durée l'usage qui en est fait, la montée en compétences effective du collaborateur, lui dire qu'on est à son service, même si après la formation, il rencontre un problème, tout ça est de nature vraiment à donner du sens et l'envie aux salariés de s'impliquer dans son processus. Bon, sur les outils de communication et d'engagement, on n'oppose pas les solutions classiques du change management avec les actions de formation, mais on comprend bien que ce n'est pas les mêmes messages et qu'il ne suffit pas de présenter une plateforme pour que celle-ci soit utilisée. Se pose la question du niveau d'accompagnement dans les dispositifs. Alors, ils sont protéiformes, tout va dépendre d'un certain nombre de critères. Il y en a un, bien évidemment, qui est à bannir, non pas parmi les 3, mais qui est marqué en bas. Mais pour les autres, vous allez dimensionner ça selon vos contraintes qui peuvent être des contraintes logistiques, budgétaires, de timing. Si vous êtes conscient de ce que vous aurez comme niveau de service par rapport au prix que vous payez, et si ça vous convient, parfait. Notre expérience nous amène à penser que, bien évidemment, plus le service est embarqué, complet, disponible dans la durée, plus vous allez pouvoir accompagner et garantir l'utilisation de la solution sur la durée du parcours. Donc on comprend bien qu'entre une simple communication par mail et puis la réponse par chat ou même juste par mail, ou plutôt un dispositif complet avec des présentations sous forme de mails d'information, de sites one-page, de webinaires de lancement, puis ensuite des parcours personnalisés où le tuteur et le coach vont se présenter personnellement auprès de l'adhérent et où celui-ci aura des cours ou des ateliers à distance ou en présentiel. On n'a pas du tout le même niveau de service et donc vous n'aurez pas le même niveau d'engagement et bien évidemment ça ne coûtera pas le même budget. Bon, là, on vous a symbolisé ce qui est un exemple de parcours d'apprentissage. Globalement, il faut que la tension, dans le sens noble du terme, perdure sur la durée du parcours. Si vous laissez les choses se distendre, vous aurez des difficultés pour remettre l'apprenant dans le parcours. Donc plus vous le mettez dans une bonne dynamique en lui ayant expliqué quels sont les points d'avancement, par où il doit passer, pourquoi ça a du sens de passer par là, et s'il se trompe, qu'il sache qu'il peut être aidé par une balise, tout ça va le rassurer dans son parcours d'apprentissage. Alors après, sur la partie tutorat et coaching pédagogique, oui, il faut de la techno, mais il faut surtout une posture. Donc le temps ne nous permet pas de développer, il y a plein d'ouvrages sur ces sujets-là. Toute la différence se fait dans l'empathie et dans le fait de vouloir faciliter l'usage et de ne pas être dans le coercitif vis-à-vis d'un apprenant. Parfois, il faut du cadre, assurément, mais dans le cadre, plus vous allez aider, être en disposition pour faciliter l'usage, répondre aux sollicitations, plus vous allez avoir un apprenant qui est motivé et engagé. En France, un des spécialistes qu'on peut suivre sur ce domaine du tutorat, c'est Jacques Rodet. Tout à fait. Qui a écrit des livres et qui a des publications relativement intéressantes sur ce sujet. Je pense qu'en France, c'est Jacques Rodet qui a le plus étudié le sujet, et cela depuis de très nombreuses années. Effectivement, il y a une approche extrêmement structurée et profonde de ces sujets-là. Alors, vous aurez compris, pour nous, l'équation parfaite, entre guillemets, c'est d'abord de l'humain, et puis effectivement de la pédagogie, parce que autrement on ne ferait pas ce beau métier, et puis de la techno. Mais la techno n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité, et c'est peut-être pas à mettre en priorité. Si on prend bien en compte ces 3 paramètres, et si on les utilise à bon escient, les conditions de réussite sont globalement acquises. Si vous oubliez un de ces 3 paramètres, ça peut marcher, mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas à la hauteur de vos exigences et qu'au final, le coût soit bien supérieur à ce que vous en attendiez ou en termes de retour sur investissement. Quelques conditions de succès. Bon, à la limite, le slide, je ne vais pas les lire tous les 7, mais il faut définir le périmètre de votre projet, savoir qu'est-ce qui peut être fait en interne de ce qui peut être fait en externe. La logique de l'accompagnement pédagogique, peut-être de la coproduction.
nous avons, en tout cas, nous, bon nombre de clients qui nous disent vous n'êtes pas les experts du métier, par contre, vous avez une infrastructure, une technologie et des gens qui savent très bien faire le tutorat et parfois le coaching. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les ressources. Donc, est-ce que l'on peut coproduire ensemble des dispositifs de formation où moi, je vais apporter, parce que je suis sur de la formation métier, l'expert ou les experts qui vont apporter leur plus-value, mais surtout le reste qui peut être chronophage, pas très intéressant, pourquoi pas vous l'externaliser. Voilà un exemple de démarche ouverte où chacun apporte contribution au succès global du dispositif. Et puis effectivement... Tu fais bien de le préciser parce que c'est pas évident que l'accompagnement puisse être externalisé. Nous pensons que, par ce que nous voyons ou ce que nous vivons, que c'est toujours le parent pauvre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est pas sexy. Je pense que les décideurs peut-être préfèrent mettre de l'emphase sur justement ce qui est techno, mais dans les faits, je constate. Tout simplement pas parce que les gens pensent que c'est, et à juste raison, complexe à organiser, c'est-à-dire cette logique finalement d'assistance, d'accompagnement, qui remet au cœur de la formation la problématique du service et du plaisir, quelque part, parce que si notre apprenant il est embarqué, parce qu'il est accompagné, parce qu'on lui donne envie, parce qu'on le motive, on lui redonne envie d'apprendre, finalement, se dire que cette prestation de service, à monter en interne, pour un service de formation, c'est complexe. C'est de l'organisation, c'est du temps, c'est de la techno, parce qu'il faut pouvoir éventuellement assurer du one-to-one, des rendez-vous, etc. C'est du people. C'est du people derrière, c'est de la gestion. Et donc du coup, même si je pense, et c'était un petit peu une de mes questions que j'imaginais te poser à la fin, mais l'idée c'était ça, c'était un des freins, me semble-t-il, que l'on retrouve sur ces problématiques d'accompagnement, c'est l'idée qu'on se fait de la complexité de l'organisation. Et effectivement, il y a des gens dont c'est le métier de pouvoir peut-être externaliser ce type de prestations au succès des dispositifs. Donc d'un côté, je pense que tout le monde partage le point de vue de dire il faut réinjecter de l'humain, il faut remettre du social, il faut remettre de ce qu'on nous on aime bien appeler la communication mammifère dans les dispositifs de formation, y compris en digital learning. Et puis face à cette conviction, il y a le frein de comment je fais, comment j'organise ça, ça va être compliqué, etc. C'est vrai. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, on est confronté à ça. Ce qui est peut-être dommage, c'est que on n'entende pas suffisamment cette acceptation de la situation par ceux qui organisent. Bien évidemment, nombre de nos interlocuteurs ont cette sensibilité-là, mais l'urgence des projets à déployer, le fantasme du tout digital qui permettrait aux gens de s'auto-former quand ils le veulent en mode pick and learn et sans avoir besoin d'un accompagnement, reste encore dans l'air du temps, une rengaine dont on peut tous les 10 ans entendre parler, mais qui dans les faits, en tout cas statistiquement le montre, ne remplace pas la nécessité impérieuse d'humanisation dans la relation et donc d'accompagnement humain. Et je pense que plus il va y avoir de techno, et plus il va y avoir ce besoin d'accompagnement. Aussi bien psychologiquement pour les utilisateurs que pour les aider à s'approprier ces évolutions technologiques qui s'accélèrent. Donc on est bien sur deux angles, la maîtrise de la techno et la nécessité d'être pas que dans un monde désintermédié où on n'est plus en relation avec des gens, surtout en formation. S'il y a bien encore peut-être une situation dans le monde de l'entreprise où on aime se retrouver, partager, prendre le temps, c'est la formation. C'est d'ailleurs un des succès du présentiel. C'est qu'on s'extrait de l'entreprise, on se retrouve avec d'autres, on a du temps à soi, du temps pour soi. Et donc on en voit bien les vertus. Ça ne s'oppose pas au digital, mais on voit bien à quel point c'est important. Voilà ce qu'il en était de cette intervention. Merci beaucoup Stéphane, c'était très clair. Juste avant que Philippe pose une question, moi je voudrais juste revenir sur ce point-là qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que
On est passé d'une logique où effectivement on était 100% formateur en salle, pour dire quelque chose, où on s'est dit que grâce à des ressources pédagogiques digitalisées, au sens protéiforme du terme aujourd'hui, on allait pouvoir abaisser le coût de la formation en instrumentant cette formation, en la diffusant de façon massive, et ce qui est une réalité, c'est-à-dire que grâce à ces technologies, grâce à ces dispositifs, on peut former plus de gens, plus longtemps, sur plus de sujets, etc. Donc on a baissé le coût de la formation quelque part individuelle, mais peut-être au détriment de la qualité de service et de la qualité de l'envie et de la motivation autour de ça. Et donc peut-être qu'on va arriver à quelque chose où la courbe va s'inverser, c'est-à-dire là où on a fait un maximum de gains en matière économique, on va dire, de la formation, peut-être qu'on va se dire que pour optimiser le résultat de la formation, il faut remettre de l'humain. Oui. Alors, les gains économiques sont bien réels. Ils sont de deux natures. Ce que sont les gains inhérents aux coûts indirects et aux coûts cachés, que sont les frais de déplacement, de restauration, de l'hébergement, l'absence au poste de travail et les no-shows. Donc ça, on ne touche pas à la pédago. Et effectivement, le digital learning offre cette possibilité de ne pas avoir besoin de déplacer dans un même lieu sur des unités de temps longues des collaborateurs qui ont vocation à produire, surtout dans des organisations où le moins qu'on puisse dire, c'est que la charge est forte. Mais c'est bien de faire des économies là, mais quid de la pédagogie? Et si donc vous laissez les gens apprendre seuls, si vous les laissez se démerder, si vous pensez qu'ils peuvent juste se connecter à une ressource pour apprendre, on ne sera pas les premiers à l'avoir testé, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on en parle, et ça ne marche pas, ou ça marche pour une infime partie de gens extrêmement motivés, pour lesquels les enjeux sont bien supérieurs à une nécessité d'employabilité et de montée en compétences. Oui, dans des pays comme en Afrique, oui, comme dans des pays en voie de développement, on sait que les gens sont capables de déployer une énergie, mais absolument totale, pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas dans les pays européens. Donc, il faut mettre de l'humain, mais de l'humain et des moyens à bon escient sur l'accompagnement, sur la pédagogie. Alors justement, si j'ai un budget de 100 pour mon dispositif de formation, tu me conseilles de consacrer combien dans ce budget de 100 pour la valorisation de dispositifs d'accompagnement? Alors, c'est pas simple, parce que dans un dispositif blended, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met du présentiel avec du e-learning avec du distanciel? Est-ce qu'on fait un accès à un MOOC ou un SPOC? Donc, question un peu compliquée. Néanmoins, je vais te donner quelques éléments de chiffrage. Je pense qu'il faut au moins 20 à 30% de budget autour de la formation et de la communication. Notre expérience, elle est issue des projets d'accompagnement de programmes informatiques. Tu déploies un ERP, un CRM, un SIRH, ce que tu veux. Si tu ne fais pas de communication, si tu ne formes pas et si tu n'assistes pas, tu ne changeras pas les usages. Les gens vont s'approprier l'outil à 10% fonctionnellement de ce qu'il offre. Ça va générer un certain nombre d'effets de bord. Et le projet qui aurait pu être un succès, même avec un outil moins puissant, sera un échec. Donc il faut clairement annoncer un budget global qu'on pourrait nommer de change, parce qu'effectivement, ça fonctionne. Et paradoxalement, en formation, ce n'est pas obligatoirement la sensibilité qu'on a, mais je pense que 20 à 30%, c'est un minimum pour qu'au final, on garantisse vraiment un accompagnement efficient du collaborateur. La notion d'efficience étant qu'il ne savait pas faire avant. Après un temps d'usage court, il est vraiment autonome, opérationnel et a bien compris l'usage qui en est fait, quelle que soit la thématique. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane, on a été ravis de te recevoir sur ce sujet ô combien passionnant. Remettre de l'humain dans les dispositifs de digital learning, nous en sommes convaincus. J'espère que vous aussi, à travers cet épisode des Learning Happy Hour saison 5, vous avez remis au centre de vos préoccupations l'humain. En tout cas, c'était un petit peu notre objectif aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode des Learning Happy Hours saison 5.